Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, nous recevons Benjamin Tevel qui va nous parler de l'investir en bourse au travers d'un robot, mais aussi d'autres projets comme des fermes photovoltaïques. Bonjour Benjamin, comment vas-tu? Ça va, merci. Très ravi de participer à ce podcast et de pouvoir un peu parler de mon changement de vie pro, de l'aéro au monde de l'entrepreneuriat. Donc, très heureux d'être parmi vous. Mais écoute, moi je suis ravi, grâce au réseau et aux gens qui m'ont parlé du robot pour investir, je suis ravi d'avoir dans ce podcast, de pouvoir connaître un peu ton parcours et échanger ou donner des idées aux gens qui veulent se lancer. Donc Benjamin, tu connais un peu la thématique, comment on démarre toujours le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc Benjamin, raconte-nous un peu ton parcours s'il te plaît. Alors, parcours personnel, je vais commencer par le parcours personnel. Je suis 42 ans, 2 enfants, les 2 sont nés à Hambourg. J'ai un chien, je suis marié à une herbusienne, elle aussi française. Bref, la vraie famille Hollywood, sur le papier en tout cas. Et sinon, je suis originaire de Savoie, des stations de ski, des Menhirs pour être très exact. Pour ceux qui connaissent le ski, ils doivent connaître la station de ski. Donc on fait un coucou. J'habite désormais sur Hambourg depuis bientôt 9 ans. On habite depuis bientôt 9 ans. Mais j'avais déjà vécu à Hambourg de 2005 à 2008, donc c'était pas vraiment nous. On y revient en fait à Hambourg. On part et puis on y revient, on s'y attache. C'est un peu ça. On y revient, on s'y attache. Effectivement, c'est quand même quand il pleut pas, c'est une très belle ville. C'est une très très bonne ville et comme disent les Hambourgeois, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que les mauvais vêtements, un peu comme en Bretagne. Pour pas faire de clin d'œil, mais on salue nos amis bretons aussi s'ils nous écoutent. Et donc on enchaîne un peu aussi sur ton parcours professionnel. Tu as dit Airbusien, donc un ancien collègue de Airbus dans l'aéronautique. Raconte-nous un peu ton parcours parce que tu m'avais raconté ça en off et c'est assez international, si on peut dire. Oui, c'est vrai que j'ai commencé Airbus, j'ai été assez jeune, j'avais 23 ans, donc juste sorti d'école, avec un parcours un peu technique. J'ai commencé, comme la plupart des Français, à Toulouse. J'étais pas spécialement dédié à l'aéronautique, même pas du tout, j'avais aucune notion d'aéronautique. Mais j'étais plutôt un dessinateur industriel et j'aimais surtout la technique. Donc, l'avion, c'est quand même assez technique, donc top. J'ai fait 3 ans à Toulouse. Après, j'ai eu l'opportunité, moi et mon copain l'A380, de nous développer sur Hambourg. Du coup, moi et l'A380 et moi, on a pu s'expatrier avec le premier vol. Ouais, donc, on a été 2004-2005. Pardon ? 2004-2005 et puis premier vol 2006 pour un peu l'histoire de ce bel avion. Enfin, moi, j'ai commencé aussi comme ça chez Airbus. On est venu pour 2 ans. Excuse-moi, et continue. Donc, le 380 t'a fait venir à Hambourg avec plein de thématiques. Exactement. Et du coup, je suis venu à Hambourg comme un bon français en parlant bien français et très très mal anglais et encore moins allemand. Du coup, comme beaucoup de nos auditeurs, petit clin d'œil. Vrai cliché. Et puis 3 ans après, mon anglais n'était pas meilleur parce qu'on était dans un groupe d'expatriés français, on était entre français, on mangeait français, on buvait français, on rigolait français, bref, on était français. Bravo à l'intégration. Ouais, intégration proche de 0, très honnêtement. Bon, mon ancienne copine était allemande, donc elle m'avait appris quelques mots allemands et on communiquait. Rudimentaire. Je dis pas parler. On communiquait en anglais, mais c'était assez basique. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai eu l'opportunité de partir pour Tianjin, pour la Chine, pour développer la FAL. La FAL 320.
je suis arrivé avec les 10 premiers, expatriés du 320, donc allemands et français. Enfin, c'était un peu partout. Hein, des internationaux, ouais. Alors, je voudrais profiter, j'imagine que, je ne sais pas si tu l'as connu, mais on va faire un clin d'œil à un ex-herbusien aussi, un ami colombien, et qui parle très bien français, tu as dû sûrement le connaître, Gonzalo, il était aussi parti en Chine. Gonzalo, si tu nous écoutes, hein, un saludo, je crois qu'il est à Bangkok, en Thaïlande. Exactement. Tu le connais aussi? Un gros bisou. En fait, je le connais plutôt très bien puisque j'étais à son mariage en Colombie. Même. Ah, très bien, muy bien. Le monde est petit. C'est moi qui lui ai fait découvrir, rencontrer, embrasser sa femme. Donc. Ah, d'accord. Oh là là, ok, toute une histoire. La boucle est bouclée. Enfin, Gonzalo, manifeste-toi si tu nous écoutes à Bangkok. Hein. Il est plutôt busy avec son nouveau travail. Je sais, ouais. Je sais, ouais. Donc voilà, la Chine, pareil, hein, j'ai fait 3 années en Chine. Hein, pour moi, ça a été l'époque de la maturité, là où j'ai appris l'anglais, parce que on n'a pas le choix en Chine. Pas le choix, ouais, on est d'accord. Et puis l'allemand, surtout, en fait, mon équipe chinoise, et il y en avait pas mal qui parlaient pas anglais, mais qui parlaient allemand. Ok. Ou avec mes collègues aussi, ma première équipe, il y avait pas mal de collègues allemands dedans, donc c'est là où j'ai vraiment explosé en niveau langue, que ça soit l'anglais ou l'allemand. Ok. Comme quoi. Et puis c'est là où j'ai commencé également, grâce à cet environnement-là, à être un peu moins franco-français, à aussi m'ouvrir à d'autres cultures. Ça, c'est très bien. Ça, c'est un bon message à passer. Le côté franco-français. La problématique, moi, j'ai toujours vécu à l'étranger et je suis un peu d'origine sud-américaine et française. Donc, j'ai par obligation cette connaissance d'ouverture, obligé d'être entre plusieurs cultures. Et c'est vrai que pour beaucoup de Français, quand ils viennent en Allemagne, on a déjà indiqué sur d'autres épisodes, c'est pas évident puisqu'on vient d'un point de vue éducation et de culture. On se retrouve par simplicité, par facilité peut-être, par l'imitation de la langue aussi, hein, il faut pas se leurrer. Hein. Je renvoie toujours nos amis pour pouvoir s'intégrer dans un pays, la première étape c'est la langue. Hein. Donc c'est bien que tu partages cette expérience parce qu'au final ça a une valeur ajoutée qui est impressionnante, quoi. Moi en fait celui qui m'a plutôt ouvert à ça c'est Gonzalo, hein, notamment. Ok. Lui, c'est une personne assez très communicante. Solaire. Oui. Communicante. Du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent vers lui. On sortait tout le temps tous les deux avec Gonzalo, un peu partout. On voyageait ensemble aussi. On a découvert quelques pays. On faisait de la plongée. Ouais. Du coup, on avait un groupe de plongée. Et voilà, c'était hyper mixte. Et c'est là où vraiment que ça soit allemand, espagnol, français, colombien notamment, sud-coréen. Enfin bon, bref, là, on s'est vraiment ouvert à. Ça a été vraiment pour moi comme une révélation, quoi. La France, c'est bien. Toute mon éducation était top, mais aussi il y a d'autres éducations qui peuvent être également top. Et donc de mixer tout ça, c'est encore plus top. C'est là où vraiment la maturité, elle a démarré pour moi en tout cas. D'accord, écoute, c'est intéressant d'entendre ce genre de message. Du coup, après la Chine, tu es revenu, je pense que c'était la mise en place de la chaîne d'assemblage, hein, la FAL en mot technique, mais pour les gens qui ne sont pas nécessairement aéronautiques, c'est une chaîne de production qui a été montée en Chine. Tu es revenu au bout de 3 ans, en Allemagne ou en France? Comment ça s'est passé ton retour? Non, alors je suis revenu encore à une nouvelle entité. Je suis revenu sur la Canebière, à Marseille, et donc super. Et pour les hélicoptères, donc à l'époque ça s'appelait Eurocopter, maintenant c'est Airbus Hélicoptère. Voilà, un autre style, donc plus du tout technique. Là j'étais acheteur. Et c'est là, ça a été la deuxième phase où là ça a été la rencontre de ma femme. Et la rencontre aussi d'une région en France que je connaissais absolument pas, le PACA, et que j'ai adoré. C'est vraiment une super. On habitait au bord de la mer, enfin c'était génial. Hein. Je conseille à tout le monde au moins si c'est pas de travailler chez Airbus Hélicoptère, d'au moins aller visiter cette région, elle était au top. Ok, on fait un voyage aussi dans les régions françaises, c'est bien. On commence déjà cet épisode avec énormément de sujets. Bien sûr, la région PACA, pour un Savoyard, aller sur Marseille, les Calanques, tout ça, enfin voilà, ça fait rêver. Revenir à Hambourg, la pluie, c'est une belle ville aussi, on appelle la Venise du Nord. Hein.
Donc, tu as été la rencontrer ta future compagne ou épouse, je sais pas comment on dit. Épouse, oui, tu es marié. Marié maintenant, ouais. Enfin, Et voilà, et donc c'est l'avantage aussi, je pense, dans ce genre de société, c'est que tu peux passer d'une entité à une autre. Donc tu as passé combien de temps à Marseille? Ou à Aix? C'est Aix, hein? non, c'était vraiment Marseille. Marseille, ok. J'habitais vraiment enfin, la ville à côté de Marseille, dans les Calanques. Mhm. Donc, big up à tous ceux qui habitent dans les Calanques, c'était le top du top. Vie de rêve. Mais c'était pour quelqu'un qui vient d'une longue expatriation entre la Chine et l'Allemagne. Ouais. C'était malheureusement pour moi peut-être... je suis revenu dans une vie pas très compliquée. Je parlais français, j'achetais ma baguette, tout le monde était français autour de moi. Ça me manquait le fait de parler, de rencontrer d'autres cultures. Cette excitation d'être à l'étranger, c'est vrai, d'être l'exception. Tu reviens dans la masse. C'est marrant parce que ce sujet, on l'a pas encore abordé dans ces podcasts. Il faudra qu'on l'aborde, c'est-à-dire le retour au pays qui est un peu difficile puisque tu retournes entre guillemets, dire dans la masse, dans la normalité. Hein. C'est pas pour dans l'anonymat, bien que tu peux être dans l'anonymat dans une grande ville en étant français, à Hambourg on aime énormément, mais tu as cette étiquette en plus, le français ou l'expatrié ou l'étranger français en Allemagne, tu vois. Et je peux comprendre complètement cette problématique, et j'imagine que certains de nos auditeurs la connaissent en se disant, voilà, on revient en France, ou la question, ceux qui sont expatriés, le retour en France. Et je pense que ça sera l'occasion de faire un épisode. Donc si des auditeurs, entrepreneurs, ou dans la thématique retour au pays, on avait déjà abordé le sujet, je pense, avec une avocate à Munich. Et je pense que ça peut être un sujet pour prochain épisode. Mais revenons un peu à ton parcours, Benjamin, excuse-moi, je fais de temps en temps des digressions, voire souvent. Donc une vie agréable au soleil, avec un boulot sympa à Marseille, rencontrer la rencontre, tu as indiqué, la femme de ta vie. Voilà, on devient romantique ici, là, sur ce podcast. J'espère que ça s'appelle de ma vie, c'est clair. Elle écoute, elle va, attention, hein. Et donc, pardon ? Je lui ferai écouter le podcast, elle sera heureuse. Mais bien sûr, on est ouvert à tout. C'est pas de problème, on est dans le partage. Et ton retour à Hambourg s'est fait comment ? En fait, on m'a redemandé si je voulais revenir dans le côté avion, pour développer la FAL US, celle de l'Alabama. Alabama, ouais. Mobile. Du coup, moi, de gérer la Chine et de faire de faire le pont entre la Chine et les US. Du coup, je suis revenu en Allemagne, mais pour gérer la FAL Chine et pour aider mes collègues de la FAL mobile à développer les outillages, les jigs, pour être honnête. Ouais, en fait, c'est les jigs pour nos amis qui sont pas dedans, c'est sur lesquels on pose c'est l'équipement pour poser l'avion dessus ou les parties d'avion. Et peut-être aussi préciser pourquoi venir à Hambourg pour la FAL 320 à Mobile, puisqu'en fait, d'un point de vue avion, hein, c'est un sujet aussi qui me passionne. Hein, c'est pas pour rien que ça fait 17 ans qu'on est dans les avions. Le 320, on va dire la centrale, pour pas vexer les Toulousains, où la partie FAL est gérée depuis l'Allemagne, quoi, donc depuis Hambourg. C'est ça, hein ? Exactement. Okay. Exactement. Ok, du coup, le chef était allemand, il m'avait connu en Chine, et ils devaient développer la FAL US. Ils m'ont dit, reviens avec nous, comme ça, tu gères la FAL Chine, on n'a pas à faire un focus dessus. Tu sais déjà côté outillage, hein, bien sûr. Et nous, on gérera le côté FAL mobile, enfin à la base. Et tu viendras nous aider de temps en temps sur des sujets quand il s'agit d'être un peu plus technique avec tes équipes. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait pendant 3 ans. Ok. En quelle année c'était, pour juste un peu situer 2013, je crois, à 2015. 2015-2016. D'accord. Et suite à ça, au bout de 3 ans, la FAL était mise en place. Ouais. Il n'y avait pas trop de soucis. La FAL Chine, honnêtement, elle roulait. Il n'y avait pas vraiment de quelqu'un comme moi. Ils savaient faire. Les Chinois, ils étaient largement autant compétents que moi. Du coup, j'ai pu switcher un peu sur un nouveau job qui était, je suis allé chez Sater, rejoindre encore une fois Gonzalo. Ah oui, la partie in-service, Sater, qui fait la gestion MRO, c'est Maintenance, Repairs and Overhaul.
Moi, je ne vais pas étaler ma culture aussi, hein, mais C'était exactement ça. c'est ça. Hein, C'était exactement ok. Qui... pour les repairs de MRO. Okay. Oui, mais c'est vrai, c'est Ah, Gonzalo qui gérait ça. Ah, donc tu travaillais avec lui. Ah, bah tiens, le monde est petit. lui qui m'a fait venir. Ouais, ok. Ah, bah oui. Ouais. Ok. Du coup, j'ai fait 3 ans chez Sater. Et puis mon dernier job à Airbus, hein, c'était à la CAPEX. Donc j'ai adoré ce job. Où techniquement, Capability expense, c'est capability capital expenditure. capital expenditure. Ce qui est. Ouais. Explique un peu pour nos auditeurs à quoi ça En correspond. en gros, quand il y a quoi que ce soit comme nouveau projet à Airbus, ils vont demander de l'argent. Je sais pas, ils veulent par exemple ouvrir une nouvelle ligne d'assemblage en Chine, Mhm. A300, un nouvel avion par exemple. Mhm. Ils vont nous demander à nous, voilà, on a planifié X millions d'euros pour cette chaîne-là. Nous, notre job à nous, c'est de s'assurer que ces X millions, ils sont validés par le top board. Mhm. Et nous, notre job à nous, c'est le challenger. Donc, techniquement, on doit connaître cette nouvelle FAL sur le bout des doigts, techniquement, et côté budget aussi. Donc, on est les technico-commerciales top d'Airbus et on reporte au chef finance de tout Airbus. Donc, c'est partie du projet, de Okay. A à Z. Ah, ok. Donc, c'est la distribution des différents budgets sur les différentes expenses ou investissements des différents, que ce soit outillage, bâtiment. Outillage, Ouais, ok. je sais pas, dès qu'il y a une nouvelle usine, ils veulent s'équiper de sécurité, de nouvelles caméras, ben, ça passe. Tout ce qui était, techniquement, c'est tout ce qui était au-dessus de 500 euros. Donc voilà, c'était Ah ouais, vraiment ça va tout. vite. Hein. Vraiment tout, quoi. On pouvait négocier, on va dire, une méga grosse imprimante, Mhm. comme on pouvait négocier la nouvelle ligne d'assemblage d'un nouvel avion à hydrogène. Notamment, j'étais côté Mhm. hydrogène et sustainability. Mhm. Donc, je voyais passer tous les dossiers sur le développement d'Airbus dans le green, dans le Ah, d'accord. sustainable. Ok. Donc, Ah ouais. on est dans toutes les tendances, toutes les projets futurs qui se réalisent ou pas, hein, mais en tout cas, on est au courant de tout. Ça, c'est Ok. cool. Ah, c'est intéressant. Et donc, on arrive à notre sujet, puisqu'on part de quelqu'un qui a été salarié, qui a voyagé avec une grande société, et qui, à partir d'un moment, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas, à partir dans l'entrepreneuriat? On vient à notre sujet, au bout d'un certain temps, ou comment ça s'est En passé? fait, quand j'ai intégré Airbus, donc il y a de ça 19 ans, Mhm. j'ai eu des parents qui ont toujours eu plein de business différents, hein, que ce soit location de ski, à une patinoire, à un bar enfin une supérette, ou plein de différents. On a eu un Laser Quest, on a Ok. vraiment eu tout un tas de types de business différents. Mhm. J'ai toujours eu ce côté Touche à tout. ouais, entrepreneur vis-à-vis de mes parents, et ça m'a toujours manqué le fait à Airbus, on fait quand même partie alors, je vais jamais dénigrer Airbus, hein, c'est grâce à Airbus que déjà j'ai rencontré ma femme, j'ai appris plusieurs langues, j'ai découvert des super personnes Mhm. et des super cultures, mais il me manquait quelque chose, il me manquait ce côté entrepreneur où voilà, Airbus, on le sait tous, on a au-dessus de nous Quelqu'un, un ouais. nombre Ouais. considérable de managers. Ouais. Donc les décisions, elles sont jamais vraiment prises par nous. Mhm. Je me suis dit, bah voilà, dans ma vie, j'aimerais au moins avoir un business où je me dis, si je me plante à cause de moi et moi seul. Mhm. Et si je réussis grâce à moi et mes partenaires. Mhm. Du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être le bon timing, l'âge de maturité. Un besoin de prise de risque peut-être, ou de se tester sur autre chose, c'est peut-être ça. Et puis j'avais un matelas financier qui me permettait aussi voilà, j'avais ce tester, matelas ouais. que donc ça m'a aidé aussi dans ma décision, c'est clair. Oui, c'est sûr. Donc c'est bien, parce que c'est bien de peut-être soulever ce point-là, et on l'avait indiqué souvent nos invités qui viennent apporter leurs conseils, quand ils se lancent, de réfléchir leur projet. Bon, beaucoup parlent de dire d'avoir un business plan et autres. Moi, je m'étais lancé sur des expériences, sur des projets sans business plan, en disant voilà, c'est simple, j'achète, je revends, tu fais tant de marge. Mais l'important, c'est se dire d'avoir un backup, ou on va dire un matelas de réserve. Si ça plante, ou si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire tu n'atteins pas tes objectifs
on va dire, de vivre de ton projet, de se dire, ok, combien de temps je peux tenir sur, on va dire, de l'épargne ou sur des réserves financières. Donc c'est un peu ça. Donc comme tu t'étais construit un matelas de sécurité, tu t'es dit, je teste et puis ça me permettra si ça fonctionne, c'est génial. Si ça fonctionne pas, je peux toujours repartir sur autre chose. C'est ça, hein? Et en plus, mon matelas financier devient aussi un de mes business. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a aidé aussi dans la décision. Okay. Disons que le robot, ça a été mon matelas. Bon, j'ai été client avant de développer le robot. Hein. Mm-hmm. Le fait d'avoir été client et d'avoir éprouvé ce système et approuvé ce système, du coup, mon matelas financier, je fais que l'accroître. Donc c'est le top, quoi. Ouais, c'est clair. Niveau risque, ça s'auto-alimente. Donc on en vient. Donc en fait, tu es venu à investir dans ce robot qui a été créé il y a quelques années par ton partenaire, qui lui. Donc on peut en toucher un mot. Peut-être nous expliquer un peu comment ça fonctionne ou comment se sont passés tes débuts. Je vais faire la genèse. Pourquoi je suis arrivé à être maintenant partenaire du robot. Mm-hmm. En fait, de base, comme tout le monde, quand il y a eu le boom un peu des actions, de comment on peut investir en bourse, on a tous écouté quelqu'un qui a dit moi je fais de la crypto, je fais de ci, je fais de ça, je gagne, je double mon salaire ou j'ai plus besoin de travailler ou je me fais juste 100 € de plus par mois. Bref, on a tous écouté quelqu'un ou un copain à nous qui a fait ce choix-là. Moi, comme tout le monde, j'ai essayé... on teste tous, on est d'accord. Voilà. Et très rapidement, je me suis aperçu que j'étais vraiment nul et pas fait du tout pour ça. Mais alors, du tout. Dans le sens où c'est le stress psychologique. Quand on gagne, tout va bien. Mais alors, quand on perd... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... on vend tout? Est-ce qu'il faut racheter? C'est quoi la stratégie? Et voilà, je me suis aperçu que c'est un vrai métier et que si on voulait avoir une stratégie gagnante, il fallait avoir des règles de base. Bref, c'était pas pour moi. Je suis trop impulsif. Trop émotionnel. Trop émotionnel, c'est pas quelque chose. Et puis surtout, ça me prenait énormément de temps et d'investissement à étudier quoi acheter, quoi suivre. Je me levais le week-end, regarder mon téléphone pour voir où en est la bourse. Je me voyais faire avec mes enfants où j'étais avec eux, mais sans vraiment être avec eux. Donc je me suis dit, non, ça c'est hors de question. Je veux pas, sacrifier. Je veux pas me sacrifier moi-même juste pour quelques centaines d'euros que je faisais pas en plus. Hein. Très honnêtement, j'étais plutôt perdant que gagnant. Donc, donc non. Et puis voilà. Après, on parlait de ça au boulot avec des collègues et un collègue qui était un peu plus doué que nous au trading, qui suivait, qui avait pris des cours, qui était lui, il voulait presque en faire son métier. Il me parlait de ça, donc il me parlait de technique, j'y comprenais rien, mais ce que j'avais retenu, c'est qu'il m'a dit et quand je m'embête, je mets de l'argent sur un robot, il trade pour moi, c'est automatique, mais bon, c'est moins amusant. Et moi, tout de suite, je me suis dit, attends, le côté amusant, je trouve pas du tout la bourse amusante. Pour moi, la bourse, c'est pour essayer de gagner un peu plus que mon pauvre livret A ou livret d'épargne qui fait, comme on a tous, à 1%. Voire moins. Non, je crois qu'ils sont montés récemment. C'est revenu à 25, c'est vrai. D'avoir la chance et le privilège d'avoir 1%, si je me rappelle bien. Oui. Donc, je me suis dit, en tant qu'expat, où honnêtement, on gagne un peu mieux notre vie que si on n'était pas expat, je m'étais dit, je peux économiser, je peux épargner et gagner quelque chose un peu plus conséquent que notre livret A. Et là, j'ai commencé à lui demander, ok, c'est quoi ton robot? Explique-moi. Et donc, il m'a expliqué, attention, sur Internet, il y a des millions et des millions de robots, des robots qui marchent, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je peux te conseiller un robot, suis-le d'abord, et puis, voilà, tu vois. Du coup, c'est là où j'ai fait ma première rencontre avec le R2D2. C'est vraiment ça son nom, hein, comme Star Wars. Ouais, c'est j'allais dire, c'est quand même... c'est bien des geeks, ça, quoi. Non, c'est des geeks, mais c'est vrai que le nom R2D2, maintenant que je fais partie du système, je trouve ça assez attrayant. C'est quand même le robot le plus connu au monde, c'est R2D2, quoi.
j'ai suivi ça avant d'être client, j'ai regardé les perfos et puis je me suis dit un jour, je me suis dit allez, je me lance, je vais pas ruiner mes économies. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben voilà, j'aurais perdu La partie le ta peu que mise. j'aurais mis dans ce produit. Ouais, ouais. Et puis à ma grande surprise, ben voilà, hein, tout ce qui était annoncé dans le site, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc au bout d'un moment, quand j'ai vraiment décidé de quitter Airbus, ben, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé le créateur du robot, donc qui s'appelle Aymeric Delot, et voilà, je quitte Airbus. Comme tu le sais, je suis un de tes clients, un de tes abonnés, et j'aimerais savoir si tu serais intéressé pour que je t'aide à développer ce robot un peu plus à l'international, être avec toi dans toutes les étapes pour grossir, faire des séminaires, et voilà. Pas à ma surprise, parce qu'on on avait déjà quelques fois parlé de ça avec lui, mais il m'a dit Banco, je suis prêt à te laisser un peu d'espace, et puis viens avec ta vision d'abonné, et dis-nous là où on est mauvais, là où on est meilleur, là où on devrait s'améliorer. Donc j'ai dit, ok, ça serait bien de changer le site, ça serait bien de faire des séminaires pour expliquer, ça serait bien d'expliquer la stratégie du robot, ça serait bien d'expliquer pourquoi tu as créé ça, blablabla. Ouais. Donc on a fait on avait organisé notre premier séminaire à Hambourg en décembre de l'année dernière. Et puis malheureusement, Covid étant, on n'a pas pu le faire, donc on l'a fait en visio, qu'avec des Français. Ouais. On avait planifié de base avec pas mal de Colombiens d'ailleurs, et des Allemands. Et puis voilà, on fera une deuxième session avec eux probablement en avril-mai, ce qu'ils nous ont demandé. Et puis voilà, je me suis lancé avec eux. Ça fait pas longtemps. Officiellement dans le robot, j'ai attaqué depuis octobre 2021. 2021. Avant, j'étais client, et maintenant, je fais partie de R2D2. Tu peux m'appeler 6PO, tu peux m'appeler Chewbacca. Je sais pas. Alors attends, j'aimerais bien revenir là-dessus un peu. La thématique est intéressante parce que un parcours assez varié. Bon, j'ai vu le côté entrepreneur et commercial, la trempe que tu as au fond de toi, de l'apporter en fait. Et je pense que c'est ce qui va aider à transformer. Je pense que ça doit bien marcher entre toi et le créateur du robot. C'est que tu as vécu le côté en tant que end user, donc le client, et tu fais ce retour-là. Donc je pense que ça peut être que gagnant pour dire, ben voilà, t'attaquer aux problématiques du client pour les améliorer, transformer la communication, vendre mieux le produit, faire beaucoup de pédagogie. Donc voilà, je pense que c'est intéressant, parce que moi j'en ai entendu parler indirectement, puis je me suis dit, bon, un robot, on entend tellement. Bien sûr qu'on s'intéresse, en plus avec le confinement, la pandémie, on s'est tous mis à regarder, investir en bourse. Mais comme certains te disent, si ton coiffeur commence à te conseiller d'acheter telle et telle action, voilà, tout le monde est expert à un moment. Il y a un certain doute. Et j'aime bien ce que tu dis dans le sens où tu t'es testé à passer du temps à apprendre, parce que c'est quand même un sujet important, c'est-à-dire de faire l'exercice, de tester soi-même, et puis se rendre compte, bon ok, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, est-ce que tu as les nerfs pour, lorsque la bourse dégringole, de dire ok, est-ce que je vends, est-ce que je garde. Et je pense que c'est pas pour tout le monde. Moi je n'y suis pas mis depuis très longtemps, hein. Donc Benjamin, R2D2, explique-nous un peu le fonctionnement de ce robot, parce que moi je pense, comme beaucoup d'auditeurs, j'ai l'image du robot qui fait qui achète, qui vend qui fait du high frequency trading, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, ou tu as dit scalping, je crois, juste avant. Est-ce que c'est le même principe pour votre robot, ou comment fonctionne votre robot? En fait, pas du tout. Alors notre robot, il est vraiment différent des trois quarts des robots, enfin pas des trois quarts, on va dire des 98% des robots qu'on trouve sur Internet. Et déjà, je voudrais mettre un petit bémol, faites attention quand même, quand on dit robot sur Internet, très honnêtement, bon, il y a des robots qui sont performants, hein, je ne vais pas dénigrer tous les robots, mais faites attention, il y a quand même beaucoup d'attrapes nigauds et beaucoup d'arnaques sur Internet. Donc voilà, je dis ça maintenant en toute connaissance de cause et connaissant notre système. Je suis pas garant de tous les robots. Voilà, c'est ce que je voulais dire de base. Après, notre robot à nous, il trade que sur 3 marchés, ce qu'il faut savoir. On va traiter que sur le marché allemand, donc ce qui s'appelle le DAX, le marché français, le CAC,
et le marché américain, le SP500. Ok. Donc, on traite uniquement ça, on est spécialisé que dans ces 3 marchés-là. On ne va pas traiter une action Airbus ou on va traiter vraiment l'indice global du CAC, Ok. du DAX ou du SP. Et on cherche, notre robot, il cherche une tendance. C'est son but. Donc Ok. lui, ce qu'il fait, notre robot, c'est tout simplement un logiciel. Hein, Mhm. et lui, il calcule toutes les actions du CAC. Donc on l'appelle CAC 40 parce que c'est 40 actions. valeurs. Mhm. Du DAX, c'est maintenant désormais c'est DAX 40 également, et du SP500. Donc il va calculer toutes les actions, les 40 françaises, les 40 allemandes, les 500 américaines. Mhm. Il va en déduire si le marché il va être haussier ou baissier, donc techniquement si la valeur elle va monter ou elle va descendre, Mhm. et il va déduire s'il va y avoir une tendance. Mhm. S'il pense qu'il y a une tendance positive qui va se dégager, il va aussi pouvoir mettre des leviers. Donc c'est un marché à levier. On gagne autant à la montée qu'à la descente. Ça, c'est un des avantages de notre robot, c'est-à-dire que quand il y a des chutes, comme là récemment on a des chutes en ce moment, pour ceux qui suivent les marchés, la plupart des gens malheureusement ils perdent lors de ces chutes. Nous, quand le robot il vend, donc il achète à la baisse, et on arrive également à faire des profits. C'est d'ailleurs le meilleur profit qu'on a quasiment fait, c'était dans des grosses chutes. Oui, là actuellement c'est aussi intéressant et c'est ça, c'est ce qu'oublient les gens, c'est que même quand la bourse tombe ou dégringole, on peut aussi gagner. Après voilà, il faut trouver ces leviers là et c'est vrai que c'est un certain temps à investir, à apprendre à utiliser les bons outils. Ok. Après, j'aimerais aussi rajouter, j'aime bien les disclaimers, ça fait très moderne, très 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 professionnel. Investir comporte des risques et tout ça. Donc, tout ce qu'on donne ici comme information ici, c'est basé sur, voilà, chacun prend les risques à son niveau. Il faut jamais investir plus que ce qu'on est capable. Il faut penser que ce qu'on investit, c'est de l'argent perdu. Voilà. Moi, j'aime bien le voir comme ça pour pas se mettre à risque. Excuse-moi, revenons sur ton sujet, Benjamin, sur le robot. Non. Exactement ça, je te suis à 100% et je suis pas Madame Irma, je pourrais jamais savoir si notre robot il va performer autant qu'il a performé les dernières années dans le futur. J'imagine que oui, on a 10 ans d'expérience et les 10 ans d'expérience a montré que chaque année on a été positif, plus ou moins haut, hein. Il y a des années on a un énorme pourcentage de perfo et il y a d'autres années comme l'année dernière où c'était moins gros que les autres années, hein. On était à 7-8% si je me rappelle bien. Ouais. Du coup, voilà. C'est déjà pas mal. Tu as complètement raison. Il faut vraiment dire aux gens, ça reste de la bourse. On ne sait jamais ce que demain sera fait. Le futur, personne ne peut l'envisager. Est-ce qu'il va y avoir un cataclysme dans la bourse ou pas? On peut pas savoir. Sachant qu'il y a tellement de paramètres et qu'on l'a vu sur ces dernières années, beaucoup parlent donc de l'inflation, la dégringolade de la bourse sur toutes les valeurs, qui au final n'a pas été si importante. Bon, bien sûr, la tendance sur les 6 derniers mois, toujours à la baisse, donc ça peut être... mais il y a eu des hausses très très importantes sur un an. Donc c'est à faire très attention, ça comporte des risques, et c'est vrai que d'un robot permet de gagner dans le sens... de ne pas avoir à étudier, parce que c'est vrai que c'est un investissement, moi je le vois moi-même, à étudier certaines sociétés ou les futures entreprises qui vont être mises en bourse pour savoir quelle va être la tendance, et puis tu peux faire des paris ou des pronostics et te planter complètement. Exactement. Là où nous, notre robot il investit, si c'était pas un robot, mais si on faisait l'investissement manuel, d'ailleurs, le broker indique vraiment que 65 à 70% des gens qui investissent leur argent en mode manuel, donc sans robot, perdent de l'argent. C'est vrai, c'est un métier. Être trader, c'est vraiment un métier, quoi. Donc le robot, il pallie à tout ça. Ce que j'adore du robot, hein, et c'est pour ça que j'ai été client, c'est qu'il fait le boulot à notre place, quoi. C'est entièrement automatisé, on n'a rien à faire, on a une application, toutes les 6 minutes si on veut, on regarde son application, voir ce que le robot il fait. Alors le robot, c'est quand même, vu qu'on suit des tendances, c'est quand même 95% des fois de la frustration, et 5% des fois, c'est le trade, enfin les 5% des fois, c'est les trades qui nous font la perfo à l'année. Ah, ok. Donc
Donc c'est pas chaque mois on va gagner. Il y a un mois on va pouvoir être à moins 10, le deuxième mois peut-être encore à moins 5, donc cumulé moins 15. Et le troisième mois, on peut faire plus 28%. Enfin, c'est... Oui, c'est pour ça qu'il faut aussi rappeler nos auditeurs que les investissements en bourse, c'est pas du trade, on met de l'argent et tu ressors ton argent un mois plus tard parce que tu as fait 20%. Non. Ça, c'est du rêve, ça serait trop facile. On est bien d'accord. C'est pour l'investissement de long terme. Voilà. Exactement. On conseille toujours aux gens, nous, regardez au moins sur une année, voire le mieux, comme moi je l'ai fait, c'est prévoir un investissement sur 2 ou 3 ans. Exactement. Nous, notre système, alors, bon, encore, j'ai pas une boule de cristal, mais pour l'instant, si on regarde sur 3 ans, les 3 dernières années, avec notamment l'année dernière, la plus mauvaise des années, on reste dans une perfo moyenne de 30% par an. Ah oui, c'est quand même pas mal. Okay. Ouais, c'est même très bien. Est-ce qu'on développe un peu plus la thématique pour les coordonnées ou ceux qui s'intéressent, on te contacte toi Benjamin ou vous avez un site? En fait, on a un site, tout simplement, on est en train de... Alors, il est très archaïque, ce site. On est en train de le refaire, donc il devrait avoir le nouveau site sera lancé, j'imagine, quand ton podcast il sortira. Donc, logiquement, on le lance dans les 2 à 3 prochaines semaines. Ouais, et le nom du site reste le même, donc c'est r2d2trading.com, aussi simple que ça. Okay, trading.com. Très bien, écoute, sur ce point-là, oui, le podcast, c'est pour le mois de mars, donc je pense que d'ici là, on verra la nouvelle mouture du site et j'inviterai les gens à aller voir. On a beaucoup parlé sur ton parcours, ce qui est aussi très intéressant et ça t'a permis aussi de te lancer en entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a d'autres, on peut aborder d'autres thématiques? On avait parlé en off sur des projets plus dans l'énergie, dans les énergies renouvelables. Donc tu m'avais parlé de photovoltaïque au Maroc. On peut en parler de ce projet un peu ou pas? Oui. En fait, grâce au fait d'avoir ce robot qui m'a laissé, qui m'a permis d'avoir pas mal de temps et pas mal de gains, j'ai pu ouvrir d'autres projets et d'autres projets à l'horizon assez proche. Comme investisseur. Alors. Comme investisseur. Et là, je pense qu'on est tous un peu soucieux de notre avenir pour nos enfants. Et avec deux amis marocains, on a décidé de se lancer dans la création d'une entreprise au Maroc pour l'installation de panneaux solaires pour les privés comme pour les entreprises au Maroc. Alors, on n'est pas basé à Rabat, la capitale, mais on va amener à se déplacer partout. D'ailleurs, en mars, moi-même, on va déjà voir nos premiers clients et signer les premiers contrats. Ah, c'est bien. Donc voilà. Maintenant, c'est du concret. C'était en phase de projet depuis que j'ai quitté Airbus à maintenant, donc les 3 derniers mois. Et maintenant, c'est officiel. On crée l'entreprise, on a nos premiers clients. Et ça peut être de la station essence à des forages de puits par le gouvernement où ils ont besoin de panneaux solaires pour un peu ce secteur-là. Donc ça veut dire des unités de production d'énergie solaire pour soit les particuliers, soit pour des endroits qui ne sont pas connectés au réseau. C'est ça? Exactement. Ah d'accord. Exactement. Okay. Particulier lambda, s'il veut acheter un terrain en plein désert du Maroc, il pourra le faire. On amènera ce système-là avec des batteries, avec des panneaux solaires premium et avec des micro-onduleurs. Enfin, après, ça devient un peu technique. Après, c'est le côté technique. Toute l'infrastructure, tout le système pour avoir une station de production d'énergie solaire pour son usage personnel. Ah, donc, parce que là, ok, ça c'est intéressant aussi. Donc, j'aimerais bien, parce qu'on a beaucoup parlé, on arrive presque à la fin du sujet, enfin de cet épisode, et je savais très bien, Benjamin, qu'on aurait énormément de sujets qu'on n'aurait pas pu aborder. J'aimerais un peu peut-être que ton expérience, ton vécu, si tu avais un ou deux conseils à donner à des gens qui veulent se lancer en indépendant ou les erreurs à éviter, ou quel serait ton conseil? C'est tout récent pour moi, comme je l'ai oui. Et fin 2021 où je quitte Airbus, j'avais tous ces projets en tête depuis j'avais des projets, pas ces projets spécifiques, pas mal de projets en tête depuis plusieurs années avec pas mal d'amis et français et internationaux. Et en fait, le conseil que je dirais, c'est lancez-vous. Il y aura toujours des stoppers. Je parlais au début d'un matelas financier.
ça a jamais été, c'est qu'un stopper, c'est qu'une raison pour pas se lancer. Mais Une fausse si excuse. vraiment Ouais. on sent on est prêt pour faire quelque chose, au pire des cas, se lancer et pas réussir, pour moi, je le prends toujours comme une bonne expérience. C'est une bonne expérience. Mhm. Au moins, on aura de quoi raconter plus tard. Au moins, on saura si ça nous a plu ou pas plu. Et si jamais je me plante dans mes business, j'aurais pas honte de revenir taper à la porte d'Airbus en disant, écoute, J'ai Airbus, besoin de boulot. Hein. Ouais. j'ai jamais été vraiment malheureux de travailler pour Airbus. C'est Mhm. juste qu'il me manquait ce côté entrepreneur et je vais essayer d'aller dans cet axe d'entrepreneuriat. Mhm. Mon conseil vraiment, c'est si on sent au fond de nous qu'on est prêt à se lancer dans l'entrepreneuriat, faut pas se mettre des barrières inutiles. Ouais. C'est facile à dire, Ouais. c'est vraiment facile à dire et c'est Ouais. compliqué à faire, mais C'est pas. faut le dire, je le pense vraiment. Bah alors, en fait, c'est un peu le motto qu'on a pour cette année sur ce podcast. Je l'ai dit déjà en prologue en début d'année. Je l'ai eu sur d'autres épisodes juste avant toi où on disait osons, il faut oser. Le premier ennemi, c'est soi-même. En fait, on se met des barrières soi-même en disant ouais, mais si ça marche pas, mais si. Puis en fait, on s'enferme et puis on reste dans l'immobilisme. On passe plus à l'action parce que on se dit mais ça va pas marcher. Puis au final. C'est toujours pareil, c'est de se dire, moi, c'est quoi le worst case? Bon, ben, ça n'a pas marché, j'ai cramé, on va dire, mon budget que j'avais mis dans tel projet, et ben, on trouvera une nouvelle solution, parce qu'à un moment, s'il faudra aller chercher un boulot alimentaire, ben, on le trouvera, le boulot alimentaire. Hein. Mais je pense que je suis ravi que tu viennes apporter un peu dans le même sens, de se dire, ben, il faut oser, on commence petit, comme on a eu sur l'épisode avant toi, on a eu Hugues, qui a été dans de la finance pour lui faire la petite pub aussi, on lui fait de la pub au passage, et il lui manquait de se lancer, d'innover, et il se lance, il commence à peine dans un conseil financier, et c'est pareil, tu vois, tu te lances, plein de projets dans la tête, en tester un, en tester deux, peut-être qu'à un moment il y a une graine qui va pousser. Écoute, je pense que c'est super, Benjamin. Peut-être un rappel de tes coordonnées pour des porteurs de projets ou des gens qui ont envie de t'accompagner sur d'autres projets. Je ne sais pas. Oui, j'ai l'adresse email classique. Hein, donc déjà, vous pouvez me trouver sur LinkedIn à Benjamin Tevel, Ok. T-E-V-L-E. Et après, j'ai mon adresse email pour le robot, c'est benjamin.contact@r2d2trading.com. Ok, tout écrit ensemble, r2d2trading.com. Ok. Exactement. Très bien. On mettra tout ça dans l'article du blog qui apparaîtra avec cet épisode. Je te remercie Benjamin de ton temps, d'apporter aussi cette énergie et ces idées et puis montrer voilà, le parcours technique au début chez Airbus et puis passer sur différents postes. Bon, c'est une grosse chance aussi. La volonté aussi d'apprendre des langues, de se remettre en question, de tester. Bon, je peux imaginer que c'est pas tous les jours facile, mais bon, celui qui ne fait rien ne risque rien. Moi, j'aime bien le dire souvent. Hein. Au pire, si tu réussis, c'est génial. Si tu te plantes, tu auras appris une nouvelle compétence et ça peut-être ça servira beaucoup plus tard ou dans un prochain projet. Merci Benjamin, je te dis à bientôt. Merci, et à bientôt également. Au détour d'un match de rugby sur une télé française. Oui, on parle du Six Nations. Très bien. Merci du clin d'œil à toi. Ciao. Ciao, ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, si vous êtes restés jusqu'au bout de cet épisode, je vous dis déjà bravo. J'espère que votre patience ou votre attente après la semaine off du podcast de Monsieur Joe vous aura été gratifiée par cet épisode. Au prochain épisode, donc dans 15 jours, oui, attention, maintenant nos diffusions sont tous les 15 jours. Nous allons à Hanovre, à 100 km au sud de Hambourg, rencontrer Tobias Nkoulou. Il est le cofondateur de Hotel.spotting. Un épisode aussi riche en vécu personnel et parcours d'entrepreneur. Il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux. Psst, psst.
Bon, je ne vais pas parler d'abonnement aujourd'hui, mais je vais plutôt vous inviter, auditeurs, vous aussi, si vous êtes entrepreneur, francophone, francophile, en Allemagne ou ailleurs, de nous rejoindre, de me contacter, de contacter Monsieur Joe pour peut-être parler de votre parcours et partager votre expérience avec nos auditeurs. Je pense qu'ils en seront ravis. Donc, contactez-moi par LinkedIn, par le blog en envoyant un message. Je crois qu'il y a un mail de contact tout en bas. Ou sur vos différentes plateformes où vous pourrez me retrouver, où vous retrouverez Monsieur Joe. Merci, à bientôt.